Alors, ce sera, mesdames et messieurs, le sujet de notre tout premier panel de cette matinée. Je vous invite à accueillir avec moi sur scène nos intervenants sous vos applaudissements. Mr. Robert Gordon, Senior Vice President Policy Research and International at the American Property Casualty Insurance Association. Welcome to you, sir. Nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nous Madame Rizlan Benbrahim, directrice Business Développement du marché marocain et innovation produits Atlantic Ray. Bienvenue à vous. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir parmi nous Monsieur Arnaud Kremer, directeur de Chaps Vision Africa, expert en sécurité et en gestion de crise. Bienvenue à vous. Et nous accueillons également, mesdames et messieurs, Monsieur Karim Amlad, souscripteur traité cyber pour la région IMEA chez SCOR, sous vos applaudissements également. Thank you all for being with us here today. Merci, mesdames, messieurs. So this panel will be both in English and in French. I want to make sure that you have your headsets if needed. Quelqu'un de l'équipe, si vous pouvez nous ramener un casque de traduction simultanée pour Monsieur Gordon, ce serait très sympathique. Donc, we will conduct this panel discussion in English and in French, and I'll start with you, Robert. Let's take your perspective first. Thank you for joining us today. So you are working at the intersection of policy regulation and international insurance dynamics. Do cyber vulnerabilities create systemic risk? That's my first question. And what are the necessary public and private roles for reducing cyber systemic risks? Well, thank you very much, and first, very much appreciate the opportunity to be here. The oldest friendship treaty with the United States is with Morocco, so we have a very long-standing partnership that we appreciate. Cyber risk has become inherently systemic due to the widespread reliance on shared cloud platforms and digital interoperability. But while a massive cloud outage or ongoing failure of a major vendor could create systemic risk for the major portions of the business sector, it would not necessarily be a major risk for the insurance industry. So the U.S. property casualty insurers right now have over $1.1 trillion in surplus, and they have generally limited their maximum probable losses. Now, 5 years ago, there was temporary friction in our markets for cyber as the cyber insurers started to accumulate a lot more aggregate risks. They really tightened their underwriting standards, and they required businesses to adopt very strong cybersecurity procedures as a prerequisite for coverage. And many insurers also conduct cyber probes of customers to help them identify and address vulnerabilities. And that transition to demanding best practices, it created a lot of complaints, but it worked. Businesses became more resilient. The cyber insurance losses and rates flattened despite the increased frequency of attacks, and systemic risk was reduced. The government and private industry are also slowly learning to work together better, partnering to share information on evolving cyber threats and communicating those threats to their customers. That's been very helpful, for example, with the recent Anthropic AI. So the resiliency of our cybersecurity has really been underscored, even with all the geopolitical conflict that has increased the cyber attacks. Those have generally failed, and it really stresses the cyber services are as important as the indemnification product. Thank you. Thank you so much for sharing that perspective with us, and I'll come back to you later to get your perspective on what's to come after. Rizlan Benbrahim, permettez-moi de poursuivre avec vous. Vous êtes au cœur des enjeux de modélisation et d'innovation produits. Alors, malgré les divers progrès en cybersécurité et les efforts de prévention, notamment par les autorités, en quoi l'assurance cyber demeure-t-elle un complément essentiel à la gestion de crise? Merci pour la question. Bonjour à tous. Bien évidemment, le risque zéro n'existe pas. Alors, malgré toutes les mesures de protection que les grandes entreprises digitalisées mettent en place, il reste
tout de même une importance sur l'assurance cyber, et elle se compose en 3 volets. Le premier, bien évidemment, c'est l'indemnisation financière. C'est le cœur de l'assurance pour tout risque. Donc, le principe est de remettre à l'état initial un risque survenu pour un assuré. Donc, la même chose pour la cyberassurance. Beaucoup de frais sont engagés lorsque on détecte une anomalie. Donc, on peut penser à des frais pour des analyses forensiques, on peut penser à des cabinets d'avocats, la gestion de crise, et bien plus encore, au-delà de l'assurance habituelle qu'on connaît, comme la perte d'exploitation, la responsabilité civile. Donc, on voit ici une importance, c'est un fardeau que l'assuré viendrait se décharger, parce que l'assurance est au cœur est présente dans une gestion de crise qui, bien souvent, se produit lorsqu'un incident survient. Donc, d'une part, c'est l'indemnisation financière. Le deuxième volet, il en a parlé, M. Badou, c'est la prévention. L'assurance cyber, la première étape est de voir est-ce que l'assuré est assurable. Donc, est-ce qu'il y a au minimum certaines exigences de sécurité qui sont mises en place avant d'être assuré. Pensons simplement au fait de, si on veut restaurer des données, mais si on n'a pas de backup, si on n'a pas de plan de maintenance de données, très difficile de pouvoir restaurer des données. Donc, à ce moment-là, on a certaines exigences minimales à respecter afin d'être assurable. D'une part, et une fois que ces exigences sont bien répondues, pour poursuivre le processus de souscription, vers la toute fin, il y a un rapport de recommandation aussi qui vient émettre comment on peut encore continuer à s'améliorer dans la cybersécurité. Et on prend l'exemple d'un bilan sanguin. Même si on n'a pas des problèmes de diabète, mais on peut quand même voir que le taux de sucre est élevé. Donc, c'est la même chose en cybersécurité. La posture peut s'améliorer et ce processus d'appréciation de risque permet de le faire. En dernier lieu, pensons à la gestion de sinistres. Lorsque une anomalie est détectée, c'est la course contre la montre. À ce moment-là, il est juste temps de prendre action et commencer à rapidement détecter les causes racines, confiner le risque parce qu'on veut éviter que l'hémorragie se propage dans d'autres systèmes ou d'autres serveurs, et en dernier lieu, on veut remédier à la problématique. Donc, ce n'est pas le temps de commencer à rechercher des prestataires qualifiés, bien outillés, qui ont des méthodologies de travail expérimentées. Donc, c'est à ce moment-là que l'assurance, pourquoi on parle aussi souvent d'une solution assurantielle, c'est qu'elle a tous ces éléments pour pouvoir accompagner l'assuré lors d'un moment de sinistre. Je terminerai avec... en pensant à ces 3 sphères, en fait, Atlantic-Ré a passé toute une année intensive à travailler sur une solution, étant donné que c'était un produit qui était présent pour le marché des grandes entreprises au Maroc, mais on a voulu concevoir une solution cyber pour toutes les entreprises du tissu économique marocain, que ce soit des petites entreprises, des grandes entreprises, de tous les secteurs, bien évidemment en s'appuyant sur le processus d'appréciation de risque. Donc, tous ces éléments sont inclus pour apporter des réelles réponses aux besoins que nous avions sur le marché, et un kick-off viendra éventuellement très prochainement pour parler de tout le détail sur le wording qui a été adapté au cadre législatif du Maroc, le processus simplifié et digitalisé, parce qu'il l'a dit, M. Badou, on a tout un questionnaire à remplir, mais on a tenté de bien simplifier le processus afin d'accompagner les assurés et pouvoir, bien évidemment, s'assurer pour ce nouveau risque qui est émergent. Merci beaucoup, Rizlan Benbrahim, pour le partage donc, de la perspective d'Atlantic-Ré. Je reviendrai vers vous également pour savoir comment accompagner cette évolution dans un deuxième tour de questions. Je vais me tourner vers vous à présent, Monsieur Arnaud Kremer. Vous avez passé 21 ans, plus de 20 ans dans la gendarmerie nationale, dont 11 ans au sein du GIGN, dans la préparation des crises majeures pour l'État. Ensuite, vous avez lancé votre cabinet pendant 20 ans pour accompagner les États et les grands groupes dans la préparation des crises majeures. Est-ce que vous auriez quelques exemples de crises cyber que vous pouvez nous partager? Est-ce que, surtout, ces crises auraient pu être évitées? Merci pour votre question, merci pour l'invitation et bravo pour l'événement, c'est magnifique. Donc moi, je suis un homme de terrain et on accompagne effectivement les ministères et les grands groupes sur la gestion opérationnelle de crise. Et en fait, je vais vous donner 2 exemples très concrets qui ne sont pas les exemples que vous voyez tous les jours des grands groupes qui se font attaquer régulièrement.
Un assureur m'appelle en avril 2024 et me dit Arnaud, il faut absolument appeler Monsieur X, le dirigeant, parce qu'il est vraiment, dans la peine. J'appelle ce dirigeant et il me dit on vient de subir une attaque de type escroquerie au président. C'est escroquerie au président. Et ma DAF a fait un virement de 450 000 euros qui est parti dans la nature. J'ai dit d'accord, bon, 450 000 euros sur une société aussi importante, c'était pas tant que ça. Il me dit oui, mais ma DAF s'est suicidée dans l'entreprise. Là, on avait affaire à une très grosse gestion de crise. Deuxième exemple, très parlant, complètement différente. Un assureur m'appelle en disant « Arnaud, il faut que tu ailles dans la cellule de crise de la société X. C'est un transporteur, 90 camions, 150 collaborateurs qui couvrent toute l'Europe. » Et le dirigeant, en toute bonne foi, confie toute son informatique à un ami qui est spécialiste en informatique. Et il se retrouve, comme le disait monsieur lors de son propos d'introduction, le matin, vous me devez 15 bitcoins. Il ne sait pas ce que c'est un bitcoin, il ne sait pas combien coûte un bitcoin, il ne sait pas comment payer un bitcoin, il ne sait pas comment discuter avec un monsieur qui demande des bitcoins. Et là, nous, on arrive projeté en cellule de crise en tant que coordinateur de crise. C'était l'enfer absolu. La crise, la société, depuis, a disparu. 60% des sociétés qui sont impactées par un sinistre cyber disparaissent dans les 2 ans. C'est à peu près les chiffres qu'on a depuis 2023. Donc en fait, quel est le dénominateur commun de ces crises? C'est l'humain. L'humain est le maillon fort et le maillon faible de la gestion de crise. Si vos collaborateurs ne sont pas préparés, ne détectent pas les signaux faibles, ne savent pas remonter, cette DAF, elle aurait dû se dire il y a un problème il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Le process elle n'avait pas été sensibilisée à ces sujets. Le deuxième sujet de mon transporteur, c'était la confiance. Il avait tellement confiance, il n'a pas fait auditer son prestataire, qui était un ami, et il s'est retrouvé le 20 du mois à devoir payer ses collaborateurs, mais il ne pouvait pas les payer puisque tout était bloqué. Tout était bloqué. Et il n'avait que 400 000 euros en caisse. 15 bitcoins, c'est à peu près 1 million d'euros. Autant dire que c'était perdu d'avance. Et donc, des gens qui savent négocier avec des attaquants en bitcoin dans le monde entier, il n'y en a pas 50. Voilà. Donc, le dénominateur commun, c'est l'humain, le maillon faible, le maillon fort. Et surtout, ce qu'on fait, nous, on fait à peu près 300 à 350 exercices de crise par an et dans le monde pour les grands groupes, c'est vraiment former vos collaborateurs, vos COMEX, vos CODIR, des clients, parce qu'on a des assureurs qui sont clients, mais aussi les clients des assureurs, pour que l'événement n'arrive pas. La meilleure des crises, c'est quand l'événement n'arrive pas. Et véritablement, il faut un process. Au GIGN, mon patron nous disait toujours, la crise, c'est la guerre du temps. Il faut répondre à la surprise par l'organisation. Et l'organisation, c'est un process militaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Merci beaucoup Arnaud Kremer pour ces propos très forts. Merci de nous avoir partagé cet exemple marquant aussi qui montre l'étendue des dégâts humains, matériels, mais humains aussi, que peut avoir ce type de situation. Vous avez souligné un point extrêmement important, l'humain, l'importance de la sensibilisation, maillon fort et maillon faible, vous l'avez dit, et nous avons hâte d'entendre la suite de votre propos. Je vais me tourner vers vous maintenant, Monsieur Karim Amlat. Vous intervenez sur les marchés de la réassurance cyber à l'échelle de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. Quels sont aujourd'hui les principaux défis que vous voyez face à l'assurance cyber, face à un risque de plus en plus complexe, systémique et évolutif, comme nous venons de l'entendre? Donc, bonjour à tous. Avant de répondre à la question, il est important de rappeler que l'assurance cyber, c'est un produit d'assurance jeune, puisque ça a été créé dans les années 2000 aux États-Unis. C'est apparu dans l'Europe dans les années 2010, et ça vient d'arriver dans les années 2020 en Afrique. Donc ça, c'est important de le rappeler, et d'autant plus si on le compare avec les produits d'assurance dits traditionnels. Par exemple, les produits d'assurance marine existent depuis 600 ans.
Les produits d'assurance property existent depuis 300 ans et les produits d'assurance responsabilité civile existent depuis 150 ans. Malgré tout, du point de vue de la réassurance, on a identifié 3 défis principaux. Le premier, comme l'a dit Monsieur Badou tout à l'heure, c'est la dimension systémique du risque cyber. Ça veut dire qu'avec un seul incident cyber, plusieurs entreprises peuvent être touchées au même moment, avec la même attaque. On a identifié 3 scénarios de risque systémique. Le premier, c'est le ransomware à échelle mondiale. Et on l'a notamment expérimenté avec NotPetya en 2017. C'était un ransomware par les pirates informatiques russes qui a touché des dizaines de milliers d'entreprises partout dans le monde, avec un impact financier d'environ 10 milliards de dollars. Le deuxième scénario systémique, c'est la dépendance des entreprises avec les grands fournisseurs numériques. Et là, notamment, on peut citer les fournisseurs cloud, parce que, par exemple, AWS d'Amazon, Azure de Microsoft ou encore Google Cloud représentent une part de marché mondial de 70%. Donc, on sent bien cette dépendance, cette concentration qui rend le risque systémique aujourd'hui. On a également, en deuxième grand défi, c'est la menace et la sinistralité en pleine mutation. Aujourd'hui, dans le paysage des attaques cyber, on ne voit pas forcément de nouvelles attaques cyber, mais on les voit plus sophistiquées, plus complexes et en plus grand nombre. Et on peut notamment citer la fraude informatique, avec notamment la fraude par email ou la fraude par mobile, qui joue un rôle très important dans les stats sinistres des assureurs, notamment en termes de fréquence. En termes d'intensité, c'est toujours drivé par 2 attaques cyber. Le premier, c'est le ransomware qui évolue, c'est le rançongiciel, c'est devoir crypter un ordinateur et demander par un pirate informatique une clé de déchiffrement pour que l'entreprise puisse retravailler et retrouver ses données. Et on se rend compte que le rançongiciel aujourd'hui, une deuxième casquette, c'est aussi de l'exfiltration de données. Donc ça fait un double rançonnage, c'est-à-dire que le pirate informatique va demander une rançon pour délivrer la clé de déchiffrement, mais il va demander une deuxième rançon pour qu'il ne divulgue pas les données exfiltrées sur le domaine public. Et enfin, la troisième cyberattaque, aujourd'hui la plus dynamique et la plus répandue, c'est les attaques à la supply chain informatique, parce qu'aujourd'hui, un peu comme pour les fournisseurs cloud, la plupart des entreprises travaillent avec des éditeurs de logiciels qui ont des parts de marché mondiale très importantes. On peut citer notamment les logiciels SAP, Oracle ou Salesforce, que toutes les entreprises, notamment les grandes entreprises ou les entreprises de taille moyenne, peuvent utiliser. Toujours dans la sinistralité, ce qu'on voit aussi de plus en plus d'un point de vue de la réassurance, c'est à la base, la cyberassurance était faite pour couvrir les actes malicieux, notamment les cyberattaques. Et on voit de plus en plus d'événements accidentels dans les stats sinistres. Un événement accidentel, c'est notamment une panne informatique. Ça peut être une panne informatique d'un cloud. Et ça, on le voit de plus en plus dans les stats sinistres et également les événements opérationnels. Et on peut voir notamment des erreurs de programmation dans le cadre de la mise à jour d'un correctif d'un logiciel de sécurité. Et enfin, le dernier et le troisième défi d'un point de vue de la réassurance, c'est la nécessité de simplifier les produits d'assurance cyber, simplifier les processus de souscription et surtout harmoniser les différents produits. Simplifier, c'est notamment devoir adapter les questionnaires de souscription aujourd'hui qui sont très axés sur les grands comptes. C'est aujourd'hui devoir les adapter sur les entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. C'est aussi harmoniser toute la partie libellé contractuelle. Il y a aujourd'hui beaucoup de débats, notamment sur les clauses d'exclusion cyberguerre, les clauses de garantie de perte d'exploitation contingente, mais également sur les clauses d'exclusion infrastructure critique.
Merci de nous avoir partagé ces différents risques de la perspective de SCORE. Je reviendrai vers vous pour qu'on puisse explorer un petit peu plus ce sujet. En tout cas, ce qu'on voit très clairement de ce premier tour, c'est que le cyber n'est pas un risque comme les autres, et c'est un risque qui teste les limites même de l'assurabilité. Alors pour ce deuxième tour, Madame, Messieurs, je vous propose de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mieux anticiper, comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer ce modèle. And back to you, Mr. Robert Gordon. How is cybersecurity evolving, and how will the role of cyber insurance evolve over time, including the impact of artificial intelligence? Well, first, the insurance market is shifting away from only an indemnification product to helping customers more broadly with risk management. And that evolution is particularly manifesting in cyber insurance, where the indemnification protection is increasingly bundled with services to strengthen cybersecurity preparedness, to monitor and cure vulnerabilities, provide early detection of threats and rapid response, to isolate and mitigate attacks, and help with the post-loss recovery as well. And the artificial intelligence has really accelerated the technology arms race between the cyber attackers and defenders. And our US federal government just warned us last week that the Anthropic AI mythos is being used to identify cyber weaknesses, both for good and for harm. And so they've said that's something we need to prepare to use it defensively and have it used against us. The good news is insurers and the technology companies are increasingly winning this technological arms race, and that's why our cyber market's been very stable despite all the global instability. But the cyber terrorists have not been deterred. We're seeing more attacks, and especially, as my colleague said, on small businesses as well as public services that have no insurance services and less sophisticated security. So it's creating more division between the haves and the have-nots with cybersecurity, and AI is accelerating that. That's triggering a lot of political friction in the United States. Our previous US president was deeply suspicious of AI and the potential discrimination, and most Americans distrust AI, but the current administration views it as the turnkey to economic competitiveness, and insurers are very much having to triple down on AI, including for cyber defense. And the cybersecurity is evolving so rapidly. I agree it should be more simple, but it's not happening because the threats are changing so quickly and the coverages are changing so quickly. But that makes it so important to have a clear understanding with the brokers, with the regulators, with the customers on the coverage terms. So for example, the international Lloyd's market, they've shifted first by excluding nation-state attacks, and now excluding cyber attacks that significantly impair the ability of states to function. Hard to explain exactly what that difference is, but our US insurers are adopting a lot of similar exclusions to try and limit exposure to nation-state attacks causing systemic failures, partly because it's very hard to determine whether the attacks are really state-sponsored and whether they're a part of war. But those evolving coverage terms and the rapid pace that AI is changing the field will require a lot of ongoing communications among the stakeholders to try and simplify complexity. And I imagine in the United States it will ultimately be solved with a lot of lawsuits. So the takeaway is the insurers are going to evolve cybersecurity very rapidly, the coverage terms, and we'll have to work together and communicate. And we're going to have to work with our partners around the world because these threats are global now. Absolutely, working together and communicating, and that is also the objective of these forums, is really to learn and share experiences and expertise. Thank you again for your insights. We appreciate your time and expertise. Thank you again. Rizlan Benbrahim, je poursuis avec vous dans cette même logique de projection.
On parlait d'intelligence artificielle, mais on sait que les cyberattaques évoluent à la vitesse de l'innovation, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on pourrait repenser l'assurance cyber pour qu'elle anticipe plutôt qu'elle ne subisse, et aussi que ces nouvelles menaces au mode opératoire d'attaque qui sont plus sophistiquées et sont souvent plus évolutifs aussi? En fait, je reviendrai à certains fondements, surtout pour le pays du Maroc, du fait qu'il faut se coller aussi au cadre législatif marocain. C'est-à-dire que chaque pays, malgré que le risque n'a pas de limitation territoriale, les hackers peuvent être partout dans le monde, mais viser certains pays où est-ce qu'ils trouvent des failles ou des opportunités pour monétiser leurs efforts, il reste quand même de connaître dans chaque pays quelles sont les règles et les lois à appliquer. Il y a des normes sur la collecte des données, comment les transférer aussi, quel cadre de prise en charge d'un incident cyber. Donc il faut les connaître et l'assurance doit continuer à évoluer en parallèle avec ce cadre législatif, d'autant plus que une veille de marché doit se faire. Et je sais que ça peut sembler très élémentaire, toutefois, on voit certaines tendances qui émergent et il faut les connaître dans le monde. Je vais donner un exemple que j'ai vu dans le dernier trimestre 2025. Il y a une nouvelle tendance des hackers qui vont viser les commerces de détail. On l'a vu, les grandes bannières telles que Marks & Spencer, Victoria's Secret, H&M qui ont été visées, tout simplement pour des sites transactionnels qui contiennent beaucoup de données financières. Imaginez la base de données avec des informations financières qui peuvent être vendues sur le dark web pour une fraude financière. Donc, de là l'importance de toujours être à l'affût. Quelles sont les motivations des hackers? Où est-ce qu'elles sont les nouvelles tendances? Et essayer de détecter même qui sont les prochains secteurs à être visés. Les petites entreprises, il ne faut pas les sous-estimer. Elles détiennent tout autant des informations sensibles, confidentielles, peut-être pas la volumétrie d'une grande entreprise à grande échelle, mais ça reste n'empêche des entreprises qui sont même des fois plus fragiles en termes de continuité d'affaires. Donc, elles aussi, elles ont besoin de couverture, chose qui n'était pas toujours le cas, étant donné que des fois la couverture n'était pas adaptée, la tarification ne l'était pas non plus. Donc, il fallait repenser quelles sont les couvertures, les garanties qu'elles ont besoin, le niveau de limite aussi à offrir à cette clientèle et comment les assister dans la gestion de sinistres. Donc, en termes de prestataires, quels services on peut leur offrir. J'aimerais terminer avec un exemple d'ajustement d'assurance qui s'est survenu avant les années 2020. Lors d'un sinistre, c'était plutôt à l'assuré de se mettre en place pour rechercher des experts en informatique pour faire les analyses forensiques, de s'accompagner d'un cabinet d'avocats et de conseillers aussi en communication pour gérer la crise. Imaginez le délai moyen pour résoudre et prendre en charge cette situation, ce qui prenait beaucoup de temps. Bien évidemment, le temps, c'est de l'argent, donc le montant des sinistres, la sévérité des sinistres était très élevée. En 2020-2021, les assureurs ont mis en place la hotline, une assistance téléphonique où est-ce que, au moment que l'assuré détecte une anomalie, il puisse appeler pour avoir une assistance. Et la prise en charge est rapide parce qu'il a accès à des experts informatiques où est-ce qu'il, dès le départ, commence à détecter et confiner le risque. C'est un exemple concret d'ajustement d'assurance qui a eu lieu et qui a permis par conséquent de diminuer la sévérité des pertes, non pas la fréquence, et ça a eu un impact sur la prime pour permettre une accessibilité à la prime aux grandes entreprises. Merci beaucoup pour le partage de ces exemples. Monsieur Arnaud Kremer, je me tourne vers vous à présent. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un regard opérationnel étant en première ligne de ce qui se passe sur le terrain. En quoi est-ce que l'assurance cyber est véritablement une assurance vie pour les entreprises et pour leurs clients? Quels seraient les 3 messages clés que vous souhaitez laisser à l'audience aujourd'hui? En fait, l'assureur a un rôle clé dans tout le dispositif. En fait, quand une entreprise elle est touchée par différentes typologies de crises, qu'elles soient sanitaires, sécuritaires, climatiques, comme on l'a vu, etc., mais en fait, quand on ne sait jamais sur quelle crise on va tomber. En ce moment, c'est les crises cyber, mais aussi climatiques. Et comme le disait Ghislaine, tout le monde n'est pas aussi armé pour affronter une crise. Les grands groupes, en général, ont une organisation dédiée et les PME, TPE
Non, rien, pour être clair. Donc j'ai fait un petit schéma sur le monde idéal et le monde idéal de la préparation opérationnelle pour agir avec méthode. Et l'assureur se trouve dans la pré-crise, la crise et la post-crise. Il y a énormément d'éléments physiques, techniques, procédures, PCA, PRI, etc. à mettre en place. Ce n'est pas juste pour l'assureur un questionnaire à remplir, c'est aussi accompagner le client dans sa préparation et lui, quelque part, essayer de lui imposer de faire un exercice de crise par an. C'est en général ce qui se passe. Après, au moment de la crise, l'assureur est là tout de suite, et là je vais donner un exemple tout à l'heure, dans une seconde, puisque on va avec l'assureur vraiment accompagner le COMEX qui est dans la peine, qui est en cellule de crise, qui la plupart du temps n'est pas du tout préparé, avec des outils, un coordinateur de crise, et par exemple une cyberattaque, vous ne pouvez plus correspondre avec vos autres membres de la cellule, puisque par définition, vous n'avez plus d'informatique. Donc comment je fais mon livre de bord, etc., etc. Et l'assureur est aussi en post-crise au niveau de ce qu'on appelle le RETEX, le retour d'expérience, comment on peut améliorer, etc., etc. Donc en fait, comment on fait concrètement? Nous, on se trouve avec l'assuré, le courtier, la compagnie. Il y a des experts dans l'incendie, il y a des experts incendie, etc. Nous, on projette des experts informatiques pour la partie technique, la cellule de crise technique, mais aussi, nous, on est coordonnateur qui va permettre de coordonner l'ensemble de ces personnes qui sont en stress, on va dire. Hein, parce qu'en fait, la grosse difficulté d'une gestion de crise, c'est le facteur émotion. Et je pense que dans la salle, il y a des personnes qui ont déjà vécu des événements tragiques. Le facteur émotion est absolument fondamental. Donc, en fait, le coordonnateur va permettre aussi, par exemple, d'appeler le bon négociateur si on doit gérer une ransomware, enfin une rançon en Bitcoin. Donc, véritablement, se préparer, être très humble face à l'événement. Un bon manager du quotidien, et là on le vérifie à chaque fois, un bon manager du quotidien n'est pas un bon gestionnaire de crise forcément. On a vu des dirigeants s'écrouler au bout de 20 minutes d'exercice. Ce n'était même pas vraiment une crise. Donc, en fait, en toute humilité, testez vos dispositifs. Ce n'est pas le tout d'écrire une procédure, il faut le tester. Et c'est véritablement là où vous allez gagner la guerre de la crise, véritablement. Des messages extrêmement importants. Merci infiniment. Se préparer, rester humble et tester, surtout pour être paré à toutes les éventualités. Merci infiniment Arnaud Kremer. Alors Karim, nous allons conclure ce panel avec vous. De votre perspective, de la perspective de SCOR, quelles sont les avancées majeures de l'assurance cyber qui permettent aujourd'hui de mieux comprendre, de mieux modéliser et de couvrir ces risques-là? C'est une très bonne question. Et avant tout, je voulais rappeler 2 points. Le premier, c'est que le risque cyber, malgré qu'il soit jeune, est considéré par les entreprises comme le risque numéro 1 aujourd'hui. Et c'est démontré dans les études, notamment le baromètre d'Alliance 2026 ou encore l'enquête mondiale sur la gestion des risques d'EON de 2025. Ça s'explique par le fait que la cyberassurance, c'est un point de convergence de plein de préoccupations majeures pour les entreprises. Cybersécurité, intelligence artificielle, interruption d'activité, atteinte à la réputation, tensions géopolitiques. Le second point, c'est l'évolution. Donc le second point positif, c'est l'évolution du marché mondial de la cyberassurance. Le volume de primes sur les 5 dernières années est passé de 6,5 milliards de dollars à plus de 16 milliards de dollars en 2025, avec des estimations de la part des courtiers de réassurance et des réassureurs dont SCOR à un volume de primes de près de 30 milliards de dollars pour 2030. Ces tendances positives s'accompagnent
également par des avancées significatives. La première, c'est l'amélioration de la quantité et de la qualité de data. Aujourd'hui, les réassureurs sont capables de modéliser des millions de risques et des centaines de milliers d'incidents cyber. J'ai commencé l'assurance cyber il y a maintenant 15 ans en tant que courtier, ensuite assureur et réassureur. Et c'est vrai que les premiers modèles étaient complètement différents. Aujourd'hui, on est capable de les améliorer année après année. Par exemple, en 2025, on a intégré les pannes informatiques cloud dans la modélisation. On a intégré les pertes d'exploitation contingentes suite à un événement cyber chez un fournisseur informatique. Et on a également adapté aujourd'hui les modélisations aux spécificités régionales autres que nord-américaines. La seconde avancée, c'est l'enrichissement de l'offre cyber. Aujourd'hui, au départ, l'offre cyber avait été conçue pour les grandes entreprises. Aujourd'hui, depuis 5 ans, on voit plein de nouvelles offres d'assurance pour les petites et les moyennes entreprises. On voit également des offres d'assurance pour les particuliers, ce qu'on appelle les personal lines cyber. On voit des nouvelles garanties. J'en parlais tout à l'heure, c'est la perte d'exploitation contingente. On a aussi des nouveaux bases de déclenchement. À la base, la garantie cyber a été créée pour couvrir des cyberattaques. Aujourd'hui, on peut couvrir des incidents accidentels, comme les pannes informatiques. On a aussi la création de facilités de souscription, des facilités facultatives de réassurance ou des facilités pour des lignes excess, notamment sur les grands comptes ou pour les ETI. Et aujourd'hui, on voit une vraie diversification aussi des canaux de distribution. Les courtiers vendent de l'assurance cyber, les agents généraux vendent de l'assurance cyber. On a aussi des MGA aujourd'hui, les agences de souscription qui vendent de l'assurance cyber. Les banques commencent à s'y mettre, les opérateurs télécoms également et les retailers. Toujours dans le produit d'assurance cyber, on voit aussi une multiplication des offres en marque blanche de la part de réassureurs spécialistes ou des assureurs spécialistes cyber qui vont fournir à une cédante qui souhaite se lancer sur le segment de l'assurance cyber avec un wording, avec un questionnaire adapté, une grille de tarification et des guidelines. Ça permet à une cédante de lancer un produit d'assurance cyber entre 3 et 6 mois, plutôt qu'entre 12 et 18 mois si elle se lançait depuis zéro dans la conception de sa propre offre de cyberassurance. Et enfin, le troisième, et pour moi la plus importante avancée dans l'assurance et la réassurance cyber, c'est le rôle important dans la résilience opérationnelle des assureurs. Aujourd'hui, les assureurs cyber, comme le disait aussi Arnaud, ne sont pas uniquement là pour indemniser une perte financière, ils sont là également pour accompagner un assuré du début de l'incident cyber jusqu'à la remédiation de l'incident cyber. Et on voit aussi aujourd'hui une troisième fonctionnalité de l'assurance cyber, c'est le déploiement de beaucoup de services de prévention, notamment les tests de gestion de crise, les tests de phishing, les formations des employés, tout ça pour améliorer la cybermaturité des entreprises, mais également leur résilience. Et enfin, l'assureur joue aussi un rôle de prescripteur de cybersécurité, puisqu'il fixe des minimums de prérequis de cybersécurité, mais il ne fait pas que ça. Il accompagne les futurs assurés pour arriver à un niveau, pour atteindre ce niveau minimum qui le rendra plus mature et plus résilient face aux risques cyber. Merci beaucoup, merci infiniment Karim pour ce partage. Comme il nous reste 2 minutes, j'aimerais vous offrir l'opportunité de dire un mot de la fin pour clôturer. Peut-être Arnaud Kremer, un dernier message rapide. Oui, je voudrais poser une question à l'Assemblée, parce que la première des menaces, c'est la fuite de données. Donc, qui a coupé son Wi-Fi et son Bluetooth ce matin? Qui a laissé son ordinateur dans la chambre d'hôtel, dans le coffre peut-être, etc., etc. Qui a toujours les mêmes mots de passe sur ces différentes applications? La faille, elle commence là. Et surtout, ne me répondez pas, je ne suis personne, je n'intéresse personne. Surtout. Merci pour ce rappel extrêmement important, mesdames et messieurs. Le message est passé, à vous de jouer. Any final thought? Gordon Rieslen également. They say when you're running away from a bear, you don't have to be faster than the bear, you just have to be faster than your colleagues running away from the bear. What we're seeing with cyber insurance is companies, because of insurers' intervention, are strengthening their systems, and insurers are helping them do that.
So now the cyber terrorists are finding the weaker links, the government, the infrastructure, the smaller businesses. So that's why it's so important to increase the insurance penetration, to share information, to make sure that we're all working together, countries, our Global Federation of Insurance Association that Morocco's vice president of, we all need to work together to share information so we can all outrun the bear. Absolutely. Let's outrun the bear all together. Ghislaine, à vous. Un dernier mot, en fait, vous l'avez dit, Arnaud, à quel moment, avec l'usage de digital qui s'est accentué dans les dernières années, à quel moment on a eu les bonnes pratiques? À quel moment on a su comment mieux utiliser des applications? Est-ce que le WhatsApp convient dans l'utilisation professionnelle ou c'est une utilisation personnelle? Donc, toute la sensibilisation, l'éducation autour de l'utilisation de l'usage digital est pas très présent et il faut absolument éduquer les nouvelles générations et nous-mêmes aussi à bien connaître les bonnes pratiques afin d'évoluer et sécuriser et protéger la data d'un pays. Parfaitement dans les temps, vous en avez la preuve à la seconde près. Mesdames et messieurs, je vous propose de les applaudir bien fort. Merci infiniment. Thank you so much. Nous vous invitons pour une photo de groupe en souvenir de ce panel. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, c'est tout sauf un risque technologique, c'est un risque stratégique. Nous allons vous positionner bien là au milieu, le temps que l'équipe procède au changement du setup pour le prochain panel et nous enchaînons.